Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 1. Amalricus, le cire et le loup, épisode 5. Deux jours s'étaient écoulés. L'homme était assez âgé. Ses cheveux étaient blancs, son visage ridé, mais surtout son regard était inquiet. Il était allongé sur le lit d'une petite chambre d'un hôtel des alentours immédiats de Pontarlier. Il tenait à bout de bras un journal local qu'il lisait avec une telle attention qu'on eût dit que sa vie en dépendait. La scène dura une bonne demi-heure. Enfin, il posa le quotidien sur la petite table de nuit qui se trouvait à côté de son lit. Il sembla réfléchir un court instant, puis, comme si une énergie aussi soudaine qu'inexplicable l'avait pris, il se leva et saisit le téléphone. Allô, la réception? Oui, chambre 23. Serait-il possible de me faire livrer une rose rouge, s'il vous plaît? Oui, une seule, cela pose-t-il problème? Non. Oh, vous m'envoyez ravi. Comment? Oh, eh bien, le plus rapidement possible. C'est cela, je vous remercie. Il s'assit à la petite table qui meublait un des coins de la chambre et sortit de son attaché-caisse posé juste à côté une feuille blanche et un stylo plume. Il se mit alors à écrire pendant 10 bonnes minutes. Puis, il en prit autant pour relire sa prose. À ce moment, quelqu'un frappa à la porte de la chambre. C'était la réception qui faisait livrer la rose. Le cérémonial qui s'ensuivit fut des plus étranges. Après avoir pris congé de la personne qui lui avait amené la fleur, le vieil homme posa délicatement celle-ci sur la table à côté de la lettre qu'il venait de rédiger. Puis, allant chercher sa valise sous le lit, il en sortit 3 petites pierres vertes agates qu'il déposa en triangle autour de la rose, de façon à ce qu'un des sommets pointât vers le nord. Il prit également une petite fiole en verre qui avait dû autrefois contenir des médicaments, mais était désormais remplie d'une mixture dont l'homme avait le secret. Sur l'étiquette, on pouvait lire écrit maladroitement au stylo noir « A.E. Romac ». Il se signa alors comme s'il voulait conjurer le mauvais sort et se faire pardonner par Dieu ce qu'il allait faire. Il entama ce qui ressemblait à d'étranges incantations. Comme la nuit était déjà tombée et que la chambre était mal éclairée, la scène prit très vite une allure des plus macabres et des plus étranges. Surtout lorsque, au détour d'une phrase, il versa sur la rose le contenu de la fiole et que se produisit un phénomène fort surprenant. Les 3 pierres jaillit un petit faisceau lumineux qui les joignit entre elles et matérialisait un triangle que l'homme avait tracé. Une puissante odeur de soufre remplit alors la pièce et un halo de fumée noire s'éleva du triangle. L'homme poussa un cri, autant guidé par la surprise que par la peur. L'image d'un individu en armure venait de se graver dans sa rétine. Il n'existait pas, il n'était pas là, mais son image, elle, était bien présente. Une demi-seconde, puis le triangle lumineux disparut, ainsi que la fumée et l'image. L'homme se retrouva seul dans la petite chambre. Il était conscient que le chevalier lui annonçait la mort. Il savait qui il était et qu'il ne pourrait pas lui échapper. Mais surtout, il était persuadé que son sacrifice allait sauver l'âme d'un jeune homme parti trop tôt et empêcher le chevalier d'atteindre son but. Il s'empara de la rose et quitta la chambre. Plusieurs autres épreuves l'attendaient. La nuit était claire. Depuis plusieurs jours déjà, aucun flocon n'était tombé et le soleil avait donné. De fait, la neige avait fondu en partie malgré le froid intense des nuits
et il réapparaissait dans les champs un peu d'herbe légèrement jaunie. Cela facilita la marche du vieil homme. Il avait quitté l'hôtel une trentaine de minutes plus tôt et au volant de sa voiture, une vieille Simca 1100, il avait rejoint Pontarlier, mis à peine 10 minutes pour le traverser et moins encore pour monter au Larmont, une hauteur située à la sortie de la ville et qui permettait d'accéder au versant de la Cluse sur lequel se trouvait le fort Malher. Ayant laissé sa voiture à l'entrée d'un chemin caillouteux qui menait à l'ancienne forteresse militaire, le vieil homme avait suivi ce dernier pendant une centaine de mètres, puis, cherchant à gagner du temps, il l'avait quitté pour couper à travers champs. Il transportait avec lui un sac à dos en s'agrippant aux anses, exactement comme s'il avait peur que quelqu'un ou que quelque chose ne tentât de le lui dérober. Malgré cela, il paraissait extrêmement serein, ce qu'aurait pu surprendre vu le lieu, l'heure et les circonstances. Arrivant enfin en vue du fort Malher, après avoir rejoint le chemin, il marqua une courte pause. Il respira profondément. Un air glacial envahit ses poumons. Il sortit un morceau de papier de sa poche sur lequel étaient griffonnées quelques notes et un schéma. Il étudia l'ensemble pendant une bonne minute, tentant de rapprocher les lieux qui l'entouraient de ce qui était dessiné sur la feuille. Un pont en métal franchissait le ravin qui entourait le fort afin de donner accès à la porte d'entrée. Cette dernière était verrouillée par 2 gros cadenas qui semblaient condamner l'accès au lieu de manière définitive. Le vieux s'en approcha tout de même. Il la poussa un peu pour voir si, par chance, il n'y aurait pas une solution simple. En vain. Revenant sur ses pas, il avisait un endroit un peu moins pentu qui lui permettait de descendre dans le ravin. Ce dernier était couvert d'une neige qui n'avait pas encore été foulée, et l'homme sembla gêné par les traces qu'il faisait et qui prouvaient de façon indiscutable son passage. Il fit le tour de l'édifice pour s'apercevoir que le ravin s'ouvrait sur une falaise très haute donnant directement sur le village de Frambourg, plusieurs dizaines de mètres plus bas. C'est seulement à cet instant qu'il aperçut le château de Joux sur le versant opposé de la Cluse. Des tonnes de souvenirs l'assaillirent aussitôt. Revenant à ses préoccupations, il chercha un moyen d'entrer, mais Malher lui refusa obstinément ses faveurs. Le froid se fit plus mordant encore. Un vent léger mais glacial se mit à souffler, paraissant le pousser pour qu'il s'en aille. Il revint sur ses pas, déçu mais pas encore résigné. Il retourna donc vers la porte, tentant de forcer les cadenas, mais il n'était pas équipé pour. En retournant sur le pont, il s'aperçut qu'il manquait un barreau à l'une des fenêtres situées à droite de la porte, juste au-dessus du ravin. Il se pencha pour contempler le vide, peut-être 4 ou 5 mètres, et de la neige au fond. Il remarqua aussi qu'un petit bord longeant un mur partait de la base de la passerelle et passait juste devant la fenêtre. Il était bien vieux pour ce genre d'acrobatie qui n'était pas sans risque, mais il n'avait le choix qu'entre cela et le renoncement. Il enjamba donc la barrière et posa un premier pied sur le petit rebord large de 10 cm tout au plus. Le second le suivit de près, mais les mains restaient accrochées à la rambarde métallique du pont. Il avança lentement, sans lever les pieds, en les faisant glisser. Face au mur, le collant comme s'il en était amoureux, il chercha de sa main droite à atteindre l'un des barreaux de la fenêtre, tandis que la main gauche restait figée au pont. Son pied droit glissa, entraînant le gauche, et tout le corps dans ce qui aurait pu être une chute fatale, juste au moment où sa main attrapait enfin le barreau tant espéré. Le vieil homme se trouva suspendu dans le vide et eut toutes les peines du monde à ne pas lâcher. Après des efforts surhumains pour une personne de son âge, il parvint à se hisser sur le rebord de la fenêtre et à pénétrer enfin dans le fort. Tallois était perdu dans ses pensées. Ses yeux fixaient la route éclairée par les 2 phares de la voiture de police, mais en fait il voyait tout autre chose. Son coéquipier, Mérard, qui conduisait, le ramena à la réalité. « Alors Claude, tu rêves ?»« Ah oui, excuse-moi, il est tard et ces rondes de nuit ne m'amusent guère. »« Et encore, toi tu as de la chance, tu vas passer le concours de lieutenant. Dans quelques mois, si jamais tu réussis, c'est terminé ce genre de plan pour toi. » Tallois eut un sourire. C'est vrai que cette perspective l'enchantait. La voiture avait quitté la ville depuis un petit moment et gravissait lentement le Larmont.
Il n'était pas rare que les patrouilles de nuit se rendent là-haut pour voir si tout était en ordre, même si cela n'était pas souvent, pour ne pas dire jamais, utile. L'endroit était tranquille. Bérard poursuivit son idée. Si jamais tu restes dans le coin après, et que je me retrouve sous tes ordres, j'espère que tu n'oublieras pas ces longues nuits d'hiver que nous avons passées ensemble. Fier de lui, il laissa éclater un rire tonitruant. Elle est bonne, non se crut-il obligé d'ajouter devant la moue dubitative de son coéquipier. Oui, c'est vrai, accorda ce dernier, et cela suffit à rendre Bérard heureux. La voiture continuait à monter lentement. Bientôt, ces deux forts découvrirent, garée sur le bas-côté, une voiture verte assez ancienne. « Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là » s'étonna Bérard. « Mais c'est une Simca 1100 » constata Tallois visiblement surpris. « Je ne pensais pas que ce type de modèle existait encore. »« En tout cas, c'est une vieille bagnole. Cela doit être facile à voler. Appelle le commissariat pour voir si on a quelque chose. » La voiture de police s'arrêta derrière la vieille Simca. Bérard alluma le gyrophare pour bien signaler sa présence. Il descendit juste au moment où Tallois recevait un message du commissariat, comme quoi rien n'avait été signalé concernant une 1100 verte. Le policier fit le tour de la voiture abandonnée en regardant à l'intérieur avec une lampe torche. Tout semblait normal. Une voix l'interpella. Bérard se retourna brusquement, braquant la torche dans la direction d'où venait le son et posant sa main droite sur la crosse de l'arme qui pendait à son côté. Il aperçut un vieillard qui avait bien 70 ans, arrivé vers lui presque hors d'haleine. « C'est ma voiture !» soufflait ce dernier entre deux respirations hachées. Le policier n'était pas rassuré. Sa main droite ne bougeait pas. « Je peux savoir ce que vous faites ici à cette heure de la nuit, s'il vous plaît ?»« Je faisais un tour en voiture et je me suis arrêté pour assouvir un besoin naturel. » Bérard demeurait interdit. Il laissa une courte pause. « Je pourrais voir vos papiers, s'il vous plaît ?»« Bien sûr, ils sont dans la voiture, permettez ?» Le vieillard se dirigea vers le véhicule, l'ouvrit et sortit un portefeuille de la boîte à gants. Tallois avait quitté la voiture de police et il était prêt à intervenir, bien qu'il demeurât en retrait. « Voilà !» dit le vieil homme en tendant une carte d'identité. Bérard la regarda attentivement, compara la photo avec le visage de l'individu qui se trouvait face à lui. Il se détendit légèrement, rendit le document à son propriétaire. « Je vous remercie, monsieur Lefrier. Ne traînez pas trop dans le coin, vous êtes sans doute au courant qu'il s'est passé des choses ces derniers temps. Bonne fin de soirée. » Qu'est-ce qu'il foutait là demanda Tallois alors que la voiture redémarrait et doublait la Simca 1100. Rien, il se baladait, il avait envie de pisser. Il se baladait à 2h du mat. Pourquoi pas? Oui, c'est vrai, pourquoi pas. En tout cas, il t'a menti sur les causes de son arrêt. Qu'est-ce qui te fait dire cela? Quand tu t'arrêtes pour pisser, tu prends un sac à dos, toi? Il n'y a pas de doute. Tu es fait pour être lieutenant. Qu'est-ce qu'il pouvait faire là? C'est peut-être un chasseur, un braconnier qui vient, bien qu'il n'en ait pas le droit, repérer les traces d'animaux dans la neige, pour savoir où sont les terriers. Si c'est cela, c'est pas bien grave, et ce n'est pas à nous de nous en occuper. Oui, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, Tallois marqua une pause. On aurait peut-être dû essayer d'en savoir plus. Quoi? Tu veux parler des meurtres? Tu ne penses pas sérieusement qu'un vieillard de cet âge pourrait être à l'origine de ces crimes? Bon, mettons, mais l'assassin court toujours, il pourra en être victime. J'ai averti, après, chacun prend ses responsabilités. 10 minutes plus tard, lorsque les deux policiers repassèrent en descendant, la Simca 1100 n'était plus là. Sans doute l'effrayé avait-il regagné la ville. Ils poursuivirent leur ronde sans y penser, et l'incident fit à peine demi-ligne dans le rapport sur la nuit qu'ils firent le lendemain. Le commissaire Jacques Rosen se frotta les yeux. La nuit avait été très longue. Le jour qui pointait dehors lui rappelait qu'une fois de plus, il n'avait pas dormi. Pour la 10e fois, il venait de demander à Sandrine de lui répéter son histoire. Mais celle-ci était juste capable de bégayer quelques mots entre deux sanglots. Il écrivit quelques phrases dans son petit calepin, puis, tranquillement, reprit la première déposition de la jeune fille, celle qu'elle avait faite 3 jours plus tôt, juste après qu'elle ait découvert le corps du jeune Hervé Lodez. Hervé nous avait dit qu'il relèverait le défi de traverser le marais sans courir. Ça faisait 3 quarts d'heure qu'il était parti. Je l'entendais avec les autres de l'autre côté quand, d'un seul coup, on a entendu un cri. J'ai sauté dans une des voitures, je suis parti à la recherche d'Hervé, mais ma voiture s'est enlisée dans la neige.
Je suis descendue, j'étais très inquiète, et j'ai mis un coup de pied d'énervement dans la roue. C'est alors que j'ai entendu un bruit. Et j'ai levé les yeux, et sur le chemin, j'ai distingué l'ombre de ce qui devait être un gros chien. Il a regardé dans ma direction, puis il s'est enfui. J'ai vu le corps d'Hervé sur le chemin. Je suis restée un moment pétrifiée. Je n'osais plus bouger. Et puis je me suis approchée, je l'ai retourné. Il avait la poitrine couverte de sang. J'ai regardé ma main, elles étaient ensanglantées également, et je me suis mise à hurler. Le commissaire reposa le feuillet sur son bureau. Cette version des faits ne l'avait pas du tout convaincu. La victime avait été tuée par un objet tranchant et non par les crocs d'un animal. Comble de l'horreur, on lui avait coupé la main gauche et celle-ci avait disparu. De plus, malgré les recherches, on n'avait trouvé aucun chien et les secours avaient effacé toutes les traces qui auraient pu rester dans la neige. Pour lui, la vérité était bien plus horrible. C'est Sandrine elle-même qui avait assassiné son camarade. Elle s'était trouvée influencée en cela par le crime commis contre les 2 agents EDF. Tout, en effet, dans le passé de la jeune fille, laissait penser qu'elle pouvait être assez fragile pour se laisser marquer par un tel événement. Adolescente instable, elle avait plusieurs fois fugué, sa scolarité était chaotique et elle était connue des services de police pour fréquenter les petits caïds de la ville. Mais surtout, elle avait déjà fait plusieurs séjours en hôpital après avoir pris des crises de nerfs aussi terribles qu'incontrôlables. Il l'avait encore convoquée et mise en garde à vue. Elle serait présentée dans l'après-midi à un juge d'instruction de Besançon qui lui signifierait sa mise en examen. La seule faille du système était l'arme de crime qui n'avait pas été retrouvée. Le commissaire était un vieux routard. Au cours de sa carrière, avant d'arriver dans cette petite ville tranquille, il en avait vu des horreurs, des crimes de fous qui se croyaient chargés d'une mission divine, et celui-ci venait s'ajouter à une longue liste que, depuis longtemps, il ne tenait plus à jour. Pourtant, son sentiment était étrange. Il avait du mal à imaginer cette jeune fille d'à peine 17 ans, aux cheveux mi-longs et au regard d'enfant, poignarder un de ses amis à 4 heures du matin en plein marais. Dans ce genre d'affaires, une certaine presse, peu scrupuleuse et sans respect, est toujours prompte à accuser, à railler et même à mentir, dans le seul but à peine avouable de vendre davantage. Il se trouve toujours un journaliste qui n'en a que le nom, armé d'une conscience professionnelle déplacée, prêt à remuer ciel et terre pour dénicher la plus sordide histoire, et, s'il ne trouve pas, il lui suffit d'inventer. Christophe Fiat était de ceux-là. Petit, malingre, quelques cheveux châtains bouclés et une paire de lunettes argentées, le tout agencé de façon à donner l'impression d'être face à un cafard. À chaque petit trou, à chaque souffle du vent, à chaque scène de ménage ou querelle de clocher, il était là avec son papier et son crayon, prêt à déformer la vérité. Une affaire comme celle du jeune Hervé Lodès et de la petite Sandrine Boucard présentait pour lui l'apparence d'un rêve, le genre de sujet qu'on ne peut traiter qu'une seule fois dans sa vie et qui vous laisse un souvenir impérissable. Dès le lendemain de la mise en examen, son journal, un petit quotidien local, publiait en première page tout ce qu'il fallait savoir sur la victime. Des photos de la famille traumatisée, l'interview de voisins qui n'auraient jamais pensé cela possible, les détails les plus sordides sur le crime, sans aucune réserve, sans aucune retenue. Bien sûr, étant mineur, le nom de Sandrine n'était pas cité, mais dans une petite ville comme Pontarlier, où tout se sait, cette protection n'était qu'illusoire. De toute façon, les précisions données par le journal étaient suffisamment nombreuses pour permettre à n'importe qui d'identifier la jeune fille. Fiat accusait l'adolescente du crime de son camarade et allait même jusqu'à la soupçonner du meurtre des 2 agents EDF. La vindicte populaire était en marche et rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Le professeur Prégnoux n'avait jeté qu'un regard distrait à la première page du journal. Cette affaire de meurtre l'intéressait bien moins que ses palpitantes fouilles. Pourtant, le destin avait décidé que ces crimes allaient jouer un rôle important dans sa vie. Il était assis dans une des salles du château, occupé à reconstituer un vase trouvé la veille dans le tombeau, lorsqu'un de ses assistants entra en courant dans la pièce. Le jeune homme, âgé d'une vingtaine d'années, semblait terrorisé par la découverte qu'il venait de faire. Il sortit de sa poche une gourmette en argent et la déposa devant Prégnoux. « Regardez ce que je viens de trouver sous l'autel du tombeau !» dit-il en désignant l'objet. Le professeur jeta un coup d'œil sceptique sur le bijou, sans doute celui d'un des membres de l'équipe, mais en y portant un peu plus d'attention, son regard fut attiré par le nom gravé dessus. Hervé. Les sentiments du commissaire étaient étranges, un subtil mélange de réconfort et de honte.
Comment lui, un vieux de la vieille, avait-il pu négliger un détail comme celui de la gourmette? Comment avait-il pu oublier de faire l'inventaire de ce que portait la victime et de ce qu'elle aurait dû porter? C'est vrai que la main du jeune homme avait été coupée et que même si on avait eu connaissance de l'existence du bijou, on aurait pensé que ce dernier était resté sur les lieux, enfui involontairement sous la neige par les secours. D'un autre côté, il se sentait rassuré. Ces nouveaux événements semblaient innocenter la jeune Sandrine. Assis dans le bureau du procureur, juste en face de ce dernier, il n'écoutait guère le discours du magistrat. Il ressassait sans cesse son erreur et ne pouvait s'empêcher d'imaginer les conséquences si la gourmette n'avait pas été retrouvée. Une question de son interlocuteur vint le tirer de ses rêveries. « Où en est l'enquête aujourd'hui, commissaire ?»« Eh bien, monsieur le procureur, il m'apparaît évident, au vu des derniers éléments, que la petite Boucor est innocente. Il est impossible pour elle d'avoir déposé la gourmette là où elle a été retrouvée. De plus, il est probable que nous puissions rapprocher les meurtres du jeune Lodès et celui des 2 agents EDF. Même lieu, même circonstances, juste l'arme du crime qui semble avoir changé. Notre enquête s'est orientée vers les membres de l'équipe du professeur Prignot. Ils sont les seuls à avoir accès au site des fouilles, mais pour l'instant, rien de nouveau. « N'allons pas trop vite en besogne, » reprit le procureur. « L'élément de la gourmette demande à être vérifié. Peut-être l'avait-il perdu avant, peut-être prêté ou je ne sais. Nous ne pouvons pas innocenter notre suspect sur ce simple élément, et je pense que monsieur le juge d'instruction partagera mon opinion. De plus, il est préférable pour les besoins de l'enquête de ne rien dévoiler pour l'instant. Ne donnons pas à la presse trop de blé à moudre. » Et pourtant, la presse n'attendait que cela. Devant le palais de justice, Fiat, qui était venu exprès de Pontarlier à Besançon, guettait avec d'autres collègues la sortie du commissaire. Comme les autres, il n'était pas au courant de la découverte de la gourmette, et sa plume se faisait chaque jour plus accusatrice contre Sandrine Boucor. Quand le commissaire Rosen sortit du tribunal, il ne fit aucune déclaration, et Christophe Fiat se trouva frustré d'avoir attendu si longtemps pour rien. Mais il n'avait pas dit son dernier mot. Il avait au sein du palais de justice un informateur avec qui, le soir même, il prit contact. Le lendemain, à la une de son journal, on pouvait lire « La gourmette de la victime, retrouvée au fort de Joux, le mystère Lodels s'épaissit ».